Je me souviens encore de cette phrase. Elle est restée dans ma tête, comme une porte qu'on claque et qui ne s'ouvre plus. Cet enfant ne devrait pas naître. C'est ce que ma belle-mère m'a dit, le soir où j'ai annoncé ma grossesse. Je n'ai rien répondu. J'ai juste souri, un sourire fragile, pour cacher la tempête que je sentais monter en moi. Je m'appelle Élise, j'ai 32 ans, et si je raconte cette histoire aujourd'hui, c'est parce qu'elle m'a changée. Elle m'a brisée d'abord, puis reconstruite lentement, morceau par morceau. Ce n'est pas une histoire de haine. C'est une histoire de silence, de peur, et d'amour qu'on oublie parfois de dire. À cette époque, je vivais dans une petite ville, dans une maison modeste au bord d'un champ. Le matin, j'ouvrais les fenêtres et j'entendais les oiseaux avant même le bruit des voitures. La vie semblait simple, un mari, un foyer, un peu de travail, et le rêve d'un enfant. Mon mari s'appelait Julien. Il était doux, un peu réservé, mais il avait ce genre de regard qui vous rassure. Quand il riait, on aurait dit que le monde s'éclairait d'un coup. Julien et moi, on s'était rencontrés dans un café. Je servais les clients après mes études, et lui venais souvent lire le journal au comptoir. Un jour, il m'a demandé « Vous croyez au hasard ?» J'avais ri. Et depuis ce jour-là, le hasard n'a plus jamais quitté nos vies. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Sa mère, Madame Lemoine, ne m'aimait pas vraiment. Elle disait que j'étais trop simple, trop émotive, pas faite pour une famille comme la leur. Je faisais semblant de ne pas l'entendre, mais chaque mot restait quelque part, accroché à mon cœur. Quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai d'abord pleuré. Pas de peur, non, mais d'un mélange étrange entre joie et vertige. Je tenais le test dans ma main, et j'avais l'impression que tout mon corps vibrait. Julien, lui, m'a serré très fort. On a ri, on a parlé de prénoms, de berceaux, de peinture pour la chambre. C'était un moment pur, suspendu. Mais dans un coin de ma tête, je savais qu'il faudrait l'annoncer à sa mère. Et je redoutais ce moment. Je connaissais ses mots tranchants, son regard froid, sa manière de juger sans crier. Julien, lui, ne voulait pas de conflit. Il disait « Elle s'habituera, tu verras. Elle aime se plaindre, mais au fond, elle t'aime bien. » Je voulais le croire. C'était un dimanche soir. La table était mise, la nappe blanche, les couverts bien alignés. Madame Lemoine avait préparé un rôti comme d'habitude. Elle m'avait à peine salué. Tout paraissait normal, mais j'avais le cœur serré. Pendant le repas, Julien a pris ma main discrètement. Je savais que le moment approchait. Il a toussé un peu, comme pour se donner du courage, puis il a dit « Maman, Élise et moi avons une nouvelle à t'annoncer. » Elle a levé les yeux, le regard fatigué mais perçant. « Oui. Tu vas être grand-mère. » Un silence. Long, lourd, presque glacial. Elle a posé lentement sa fourchette. Puis, sans me regarder, elle a dit « Cet enfant ne devrait pas naître. » Personne n'a bougé. Le tic-tac de l'horloge semblait résonner dans toute la pièce. Julien a voulu parler, mais elle a levé la main. « Je t'avais prévenu, Julien. Cette fille t'apportera des malheurs. » Elle s'est levée, a pris son assiette et l'a emportée dans la cuisine. Et moi, je suis restée là, les larmes coincées dans la gorge, le cœur vide. Les jours suivants ont été étranges. Julien essayait de faire comme si de rien n'était. Il parlait de travail, de courses, de choses simples. Mais la maison était plus froide. Les repas se faisaient en silence. Je faisais semblant d'aller bien. Je posais ma main sur mon ventre et je me disais « Ne t'inquiète pas, mon petit. Tu n'as rien fait de mal. » Je n'en voulais même pas à ma belle-mère. J'étais juste fatiguée. Fatiguée de devoir prouver que j'étais digne d'être aimée, digne de faire partie de leur famille. Julien allait souvent chez elle après le travail. Il disait que c'était pour apaiser les choses. Mais chaque soir, il revenait plus distant. Je le sentais s'éloigner, comme une ombre qui s'efface lentement. Parfois, pour me consoler, je repensais à nos débuts. À la première fois qu'il avait pris ma main. À nos promenades sous la pluie, quand il me couvrait de sa veste. À la promesse qu'il m'avait faite. Je te protégerai toujours. Ces mots, je les gardais comme un talisman. Parce qu'en ce moment-là, j'en avais besoin plus que jamais. Je parlais à mon bébé tous les soirs. Je lui racontais ma journée, mes peurs, mes espoirs. Je lui disais « Tu verras, on sera heureux, toi et moi. Même si certains ne veulent pas de toi, moi je t'attends. » Ces moments m'apaisaient. Ils me donnaient la force de continuer, de sourire un peu. Un matin, on a frappé à la porte. C'était elle. Madame Lemoine, debout sur le perron, le visage fermé. J'ai hésité à ouvrir, mais je l'ai fait.
Elle est entrée sans un mot, a regardé autour d'elle, puis s'est assise. J'ai préparé du thé, maladroitement. Elle a parlé d'un ton sec. Je voulais voir jusqu'où tu irais. Je ne comprenais pas. Pardon? Cette grossesse. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée? J'ai baissé les yeux. Je ne voulais pas me battre. Elle a ajouté. Julien n'est pas prêt. Il a ses problèmes. Et toi, tu n'as pas la force. Je sentais mes mains trembler. Mais au lieu de pleurer, j'ai dit calmement. Madame le moine, je vous en prie. C'est notre enfant. Elle s'est levée, a pris son sac, et avant de partir, elle a murmuré. Alors prépare-toi à payer le prix. La porte a claqué. Les semaines ont passé. Julien parlait de moins en moins de l'enfant. Il s'absentait souvent. Je savais qu'il voyait sa mère. Je ne lui en voulais pas. J'espérais juste qu'il reviendrait à moi, comme avant. Je faisais tout pour que la maison reste douce. Je cuisinais ses plats préférés, je préparais la chambre du bébé. J'accrochais de petits dessins au mur. Mais tout me semblait fragile, comme si le bonheur pouvait se casser au moindre souffle. Une nuit, je me suis réveillée en sursaut. J'avais rêvé d'elle, ma belle-mère, qui me disait encore. Cet enfant ne devrait pas naître. Je me suis levée, j'ai allumé la lumière. Le silence était lourd. Et dans ce silence, j'ai senti pour la première fois mon bébé bouger. Une petite vibration, douce et réelle. Alors j'ai pleuré, mais cette fois, c'était de joie. Parce que ce mouvement, c'était la preuve que malgré tout, la vie continuait à grandir en moi. À partir de ce jour, j'ai décidé d'arrêter de chercher l'approbation. J'ai commencé à marcher seule, à parler à mon ventre, à écrire des lettres à mon futur enfant. Des lettres pleines d'amour et de promesses. Je voulais qu'il sache que sa mère l'avait désiré de tout son cœur. Même si le monde autour refusait de le comprendre. Chaque matin, je me levais un peu plus forte. Je mettais de la musique douce, j'ouvrais les rideaux. Je me disais, aujourd'hui, je choisis la paix. Mais au fond, je savais que la tempête n'était pas terminée. Elle attendait juste le bon moment pour frapper à nouveau. Les semaines qui ont suivi ce rêve ont été étranges. La maison semblait la même, mais quelque chose avait changé dans l'air. Julien parlait de moins en moins, comme s'il avait peur de dire le mauvais mot. Et moi, je marchais sur des œufs, essayant de garder la paix, de préserver ce qu'il restait de douceur entre nous. Chaque matin, je préparais le café. Je l'attendais dans la cuisine, espérant un sourire, une phrase gentille. Souvent, il descendait en silence, prenait sa tasse, et partait travailler sans un regard. Je me disais que c'était la fatigue, le stress. Mais au fond de moi, je savais que sa mère continuait à murmurer contre moi. Notre petite ville était paisible, mais les rumeurs s'y glissaient comme le vent entre les volets. Un jour, à la boulangerie, la vendeuse m'a regardée avec pitié. Elle a dit doucement. « On dit que votre belle-mère n'est pas très heureuse de cette grossesse. » Je n'ai pas répondu. J'ai simplement souri, pris mon pain et suis rentrée. Mais sur le chemin du retour, mes jambes tremblaient. Je me sentais exposée, jugée, comme si toute la ville savait que ma joie n'était pas la bienvenue. Le soir, j'ai voulu en parler à Julien. Il m'a écoutée à moitié, les yeux fixés sur son téléphone. Les gens exagèrent toujours, Élise. Ne t'en fais pas. Puis il a ajouté, d'une voix fatiguée. Et arrête de penser que ma mère te veut du mal. Elle dit juste ce qu'elle croit vrai. Ces mots m'ont blessée plus que je ne voulais l'admettre. Parce qu'au fond, je savais qu'il commençait à la croire. Je ne dormais presque plus. Le moindre bruit me réveillait. Je me levais, allais jusqu'à la chambre du bébé et restais là, assise dans la pénombre. Je passais la main sur le petit berceau en bois que Julien avait commencé à monter. Parfois, je lui parlais tout bas. Ne t'inquiète pas, mon ange. Même si maman pleure un peu, elle ne te laissera jamais seule. Un soir, alors que la pluie battait contre les vitres, j'ai entendu Julien parler au téléphone. Sa voix était basse, nerveuse. Je n'ai pas voulu écouter, mais j'ai entendu mon prénom, puis le mot « erreur ». Mon cœur s'est serré. Quand il est revenu dans la chambre, j'ai fait semblant de dormir. Il s'est allongé sans dire un mot, et dans le noir, j'ai senti qu'un mur invisible nous séparait désormais. Au 7e mois, j'ai dû aller seule à une échographie. Julien avait trop de travail. Dans la salle d'attente, les autres femmes riaient, parlaient de prénoms et de listes de naissance. Moi, je regardais mes mains. Le médecin, gentil, m'a dit que tout allait bien. Le bébé grandissait normalement. Mais en sortant du cabinet, j'ai croisé ma belle-mère. Je ne sais pas pourquoi elle était là, peut-être par hasard. Elle m'a observé un moment, puis elle a dit. « Tu crois vraiment que cet enfant rendra ton mariage plus fort ?»
J'ai répondu doucement. Je crois qu'un enfant ne détruit pas l'amour, madame. Il le révèle. Elle a haussé les épaules et s'est éloignée sans un mot. Cette rencontre m'a glacée. Je sentais que quelque chose se préparait. Comme si elle cherchait un moyen de me faire douter, de me pousser à renoncer. À partir de là, tout a empiré. Julien rentrait tard, parfois après minuit. Quand je lui demandais où il était, il répondait. Chez maman. Elle ne va pas bien, je devais rester un peu. Je voulais lui faire confiance, mais les absences devenaient trop fréquentes. Et puis, un soir, j'ai trouvé dans sa veste une enveloppe. À l'intérieur, il y avait une photo de nous deux, déchirée en deux. De sa moitié, il ne restait que son visage, intact. J'ai reconnu l'écriture de sa mère derrière la photo. Tu mérites mieux. Je suis restée figée. Je ne savais pas si je devais pleurer ou rire. Quand Julien est rentré, je n'ai rien dit. Je me suis contentée de lui servir le dîner, en silence. Mais cette nuit-là, j'ai senti que quelque chose s'était brisé pour de bon. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel. Une voix inconnue, une femme. Elle a demandé. C'est bien Élise? La femme de Julien? Oui. Je suis désolée de vous déranger, mais il a oublié son portefeuille chez moi hier soir. Mon sang s'est glacé. Je n'ai pas répondu. Je lui ai juste raccroché au nez. Je ne voulais pas savoir. Je ne voulais pas croire. Ce soir-là, quand Julien est rentré, j'ai gardé le silence. Je ne lui ai rien dit. Je l'ai regardé poser ses affaires, s'asseoir sur le canapé. Je me suis dit, peut-être qu'il est juste perdu. Peut-être qu'il reviendra à nous. Mais au fond, je savais que ma belle-mère avait gagné une partie de son combat. Elle avait réussi à semer la distance, la méfiance, le doute. Un matin, au 8e mois de grossesse, je me suis évanouie dans la cuisine. Je ne sais pas combien de temps je suis restée au sol. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais à l'hôpital. Julien était là, silencieux, la tête baissée. Le médecin a dit que j'avais besoin de repos, beaucoup de repos. Le stress, le manque de sommeil, la tension, tout s'accumulait. Quand nous sommes rentrés à la maison, il a dit. Peut-être qu'on devrait aller chez ma mère quelques jours. Elle pourrait t'aider. Je l'ai regardé, incrédule. Chez ta mère? Celle qui veut que notre enfant ne naisse pas? Il a soupiré, s'est levé, et a dit simplement. Elle veut juste qu'on soit raisonnable. Ce mot, raisonnable, a résonné dans ma tête. J'ai compris qu'il avait choisi son camp. Le lendemain, sans prévenir, il est parti. Il a dit qu'il avait besoin de réfléchir. Il a pris quelques vêtements, son téléphone, et la voiture. Je n'ai pas pleuré. Je me suis assise dans la chambre du bébé, j'ai posé la main sur mon ventre, et j'ai murmuré. On est seul, mon petit, mais on tiendra bon. Dehors, la pluie tombait encore, comme si le ciel partageait ma fatigue. Les jours suivants, je n'ai eu aucune nouvelle. Pas un appel, pas un message. Juste le silence. Un silence long, lourd, qui remplit toute la maison. J'ai commencé à parler à haute voix, juste pour entendre quelque chose. Je racontais des souvenirs, des recettes, des petites histoires. Comme pour ne pas oublier le son de ma propre voix. Un soir, le téléphone a sonné. C'était le docteur. Il voulait s'assurer que je suivais bien mes soins. Mais avant de raccrocher, il a ajouté. Votre belle-mère est passée ici, madame. Elle a demandé si tout allait bien pour la grossesse. Mon cœur s'est arrêté un instant. Pourquoi venait-elle voir le docteur sans me prévenir? Il a ajouté, un peu gêné. Elle a aussi laissé un document. Elle voulait qu'on vérifie certaines choses. Je n'ai pas osé demander quoi. Mais cette nuit-là, j'ai compris que la peur s'installait pour de bon. Les jours ont passé. Je faisais semblant d'être forte, mais à l'intérieur, j'étais vide. Chaque coup de fil me faisait sursauter. Chaque bruit dehors me faisait croire que Julien revenait. Mais personne ne venait. Je passais mes soirées à regarder la lumière du couloir, à écouter le tic-tac de l'horloge. Le ventre lourd, le cœur fatigué, je me demandais comment j'allais accueillir seul cet enfant. Et malgré tout, il bougeait encore, vivant, courageux. Comme s'il voulait me dire. Ne lâche pas, maman. Je suis là. Ces petits gestes me sauvaient, un jour après l'autre. Un après-midi, alors que je triais le linge du bébé, la porte s'est ouverte. Julien était là. Fatigué, mal rasé, le regard vide. Il a dit doucement. Je suis désolé, Élise. Je n'ai rien dit. Il a posé un sac sur le sol et s'est approché. Maman veut te voir. Elle veut s'excuser. Ces mots m'ont glacé.
Je ne savais pas si je devais croire à ce miracle ou me méfier encore. Mais une partie de moi voulait y croire, ne serait-ce qu'un instant. Alors j'ai accepté. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise près du berceau vide, la main sur mon ventre, à imaginer le visage de mon enfant. Je me suis dit que, peut-être, cette rencontre pourrait apaiser les choses. Que peut-être, tout ce mal allait enfin s'arrêter. Mais quelque chose, au fond de moi, me disait que ce n'était pas la fin. C'était juste le début de la vérité. Le lendemain matin, Julien m'a conduite chez sa mère. Je ne voulais pas y aller, mais je me disais que peut-être que c'était le moment de faire la paix. Il pleuvait légèrement. La route, couverte de feuilles mortes, semblait longue, interminable. Dans la voiture, personne ne parlait. J'entendais seulement le bruit des essuie-glaces et le battement de mon cœur. Quand nous sommes arrivés, la maison m'a semblé plus sombre que dans mon souvenir. Les volets étaient entr'ouverts, les rideaux tirés. Madame Lemoine nous attendait dans le salon, droite, immobile, les mains croisées sur ses genoux. Elle portait la même robe grise qu'elle mettait toujours les jours importants. Je me suis assise, timidement. Elle a levé les yeux vers moi, puis vers Julien. Un silence lourd s'est installé. « Élise » a-t-elle dit enfin. Sa voix était plus douce que d'habitude. « Je crois que j'ai été dure avec toi. » Je ne m'attendais pas à ces mots. Pendant quelques secondes, j'ai cru rêver. « Je voulais protéger mon fils » a-t-elle ajouté. « Mais je comprends que j'ai blessé une femme qui porte la vie. » J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. J'ai répondu, d'une voix tremblante. « Je n'ai jamais voulu vous prendre votre fils, madame. Je voulais juste une famille. » Elle a hoché la tête lentement. Puis elle a dit. « Alors prouve-le. Reste ici quelques jours. Laisse-moi m'occuper de toi, que je fasse les choses bien cette fois. » Julien m'a regardé, espérant que j'accepterais. Et contre ma raison, j'ai dit oui. Je voulais croire qu'elle disait vrai. Je voulais offrir à mon enfant un début d'histoire sans rancune. Les 2 premiers jours furent presque paisibles. Madame Lemoine me préparait des tisanes, s'informait de ma santé. Elle posait même sa main sur mon ventre de temps en temps, comme pour apprivoiser ce petit être qu'elle avait rejeté. Julien allait et venait entre la maison et son travail, visiblement soulagé. Je me disais, peut-être qu'enfin, tout s'arrange. Mais certaines choses me dérangeaient. La chambre qu'elle m'avait préparée était à l'étage, loin de la sienne, sans clé. La nuit, j'entendais parfois des pas dans le couloir, des chuchotements étouffés. Et surtout, je remarquais qu'elle changeait mes médicaments sans jamais me dire pourquoi. « C'est pour ton bien, Élise » disait-elle avec ce sourire doux amer. Je voulais la croire, mais mon instinct me disait de rester sur mes gardes. Le 3e soir, alors que Julien était encore absent, je suis descendue chercher un verre d'eau. En passant devant le bureau, j'ai entendu un bruit, comme un tiroir qu'on referme vite. Je me suis arrêtée. Madame Lemoine sortait de la pièce, surprise de me voir. « Tu ne devrais pas être debout, ma fille. » Je voulais juste de l'eau. Elle m'a regardée longuement avant de sourire. « Tu es trop curieuse. Le repos, c'est la seule chose dont ton bébé a besoin. » Quand elle est remontée, j'ai entrouvert la porte du bureau. Sur le bureau, un dossier médical était ouvert. Et mon nom était écrit dessus. Je n'ai pas eu le temps de le lire entièrement, mais j'ai vu ces mots soulignés en rouge. Risque de grossesse non viable, test non confirmé. Je suis restée figée. Je n'avais jamais entendu le médecin dire ça. J'ai refermé le dossier, tremblante. Mon esprit tournait, pourquoi avait-elle ce document? Et pourquoi ces mots? Je me suis couchée, incapable de fermer les yeux. Le lendemain, j'ai feint d'être malade pour rester au lit. Vers l'après-midi, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. C'était Julien. Le ton de sa voix m'a glacée. Il parlait à sa mère, sans savoir que j'étais là, juste au-dessus d'eux. « Elle croit encore que tout va bien », disait-il. « Et le médecin ?» demanda sa mère. Il m'a confirmé qu'il y a un risque. Mais je ne veux pas la choquer, pas maintenant. Tu devrais lui dire la vérité, Julien. Cet enfant ne tiendra peut-être pas. Un long silence. Puis il a murmuré. Je ne peux pas. Elle s'effondrerait. Je n'entendais plus que le battement de mon cœur. Les mots résonnaient dans ma tête. Cet enfant ne tiendra peut-être pas. Tout s'effondrait. La peur, la colère, la tristesse, tout se mélangeait. Mais plus que tout, je me sentais trahie. Pas à cause de la maladie, à cause du mensonge. Le soir, je les ai rejoints dans le salon. Le feu brûlait doucement dans la cheminée. Ils ont levé la tête en me voyant. J'ai pris une chaise, je me suis assise, calmement. Vous parliez de moi, tout à l'heure. Julien a pâli. Élise, écoute-moi,
je voulais t'épargner. Non, Julien. Tu voulais m'effacer. Tu voulais que je vive dans le mensonge. Madame Lemoine a tenté d'intervenir. C'est pour ton bien, ma fille. Cet enfant risque de ne pas. Je l'ai coupé. Vous n'êtes pas mon médecin, madame. Et ce bébé est vivant. Je le sens, je l'entends. Elle a soupiré, exaspérée. Tu refuses de voir la vérité. Non. Je refuse de la laisser mourir avant même qu'elle soit née. Julien s'est levé, nerveux. Arrêtez toutes les deux. Ce n'est pas le moment. Mais il était trop tard. Le silence après mes mots a tout changé. Je me suis levée, j'ai pris mon manteau, et j'ai dit calmement. Je rentre chez moi. Seule. Il n'a pas essayé de me retenir. La pluie tombait fort. J'ai marché lentement jusqu'à la maison, serrant mon ventre de peur et de fatigue. Quand je suis entrée, j'ai eu l'impression que la maison respirait encore, comme si elle m'attendait. J'ai allumé la lampe du salon, j'ai enlevé mes chaussures trempées et je me suis effondrée sur le canapé. Pour la première fois, j'ai laissé mes larmes couler sans les retenir. Je me suis sentie vide. Mais au fond de moi, quelque chose venait de naître aussi, une force nouvelle, une certitude. Je me suis promis que, quoi qu'il arrive, je protégerais mon enfant. Avec ou sans Julien, avec ou sans leur approbation. Les jours suivants ont été durs. Julien ne m'a pas appelé. Sa mère non plus. Je me levais tôt, je marchais lentement dans le jardin, je parlais au bébé. Chaque petit mouvement dans mon ventre me donnait le courage de continuer. Je me nourrissais de ces instants. De cette vie fragile mais réelle, accrochée à moi comme une promesse. Une voisine, Madame Roux, venait parfois me rendre visite. Elle m'apportait du potage, un peu de pain frais. Elle disait « Vous êtes forte, Élise. On voit dans vos yeux que vous aimez déjà cet enfant plus que tout. » Ces mots m'ont souvent sauvée du désespoir. Elle ne savait pas tout, mais elle comprenait l'essentiel. J'étais seule, mais pas perdue. Un matin, j'ai reçu une enveloppe sans nom. À l'intérieur, une feuille pliée en deux. L'écriture était celle de Julien. « Pardonne-moi. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Maman pensait qu'il valait mieux t'éloigner du stress. Elle a menti sur certains examens. Le bébé va bien. Je viens demain. » Je suis restée figée. Mes mains tremblaient. Un mélange de soulagement et de colère me submergeait. Elle avait menti. Elle avait osé falsifier les mots du médecin pour me faire douter. Je me suis assise, incapable de parler. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri. Mon enfant allait bien. Et ce simple fait suffisait à redonner sens à tout. Le lendemain matin, alors que je préparais un sac pour la maternité, une douleur m'a pliée en deux. Brutale, profonde. J'ai compris que le moment était venu. J'ai pris mon téléphone, pas de réponse de Julien. J'ai appelé Madame Roux, qui est arrivée en quelques minutes. Elle m'a accompagnée à l'hôpital, la main posée sur mon épaule, murmurant. « Respire, ma belle. Tout ira bien. » Dans la voiture, entre deux contractions, j'ai pensé à tout ce chemin parcouru. À la peur, au mensonge, au silence. Et j'ai su que j'étais prête. Prête à devenir mère, quoi qu'il en coûte. La salle était blanche, silencieuse. Les infirmières parlaient doucement. Je n'entendais plus rien, sauf le battement régulier de mon cœur et celui, plus petit, de mon bébé. Après de longues heures, un cri a déchiré l'air. Un petit cri, fragile, mais vivant. Une fille. Ma fille. Quand on me l'a posée sur la poitrine, j'ai senti le monde se réparer d'un coup. Ses doigts minuscules ont serré les miens, et tout le reste a disparu. Je ne pensais plus à la peur, ni à la haine, ni à ma belle-mère. Seulement à elle. À nous. Je l'ai appelée Clémence. Parce que malgré tout, je voulais apprendre à pardonner. Le soir même, la porte de la chambre s'est ouverte. Julien était là. Les yeux rouges, les épaules tombantes. Il s'est approché lentement, a regardé la petite, et a pleuré. Des larmes silencieuses, sincères. Il a murmuré. Elle est parfaite. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé la regarder, la toucher du bout des doigts. Puis il a ajouté. Maman m'a tout avoué. Elle a falsifié les résultats pour te faire peur. Elle voulait qu'on abandonne, qu'on attende un autre moment. Je suis restée calme. Je ne voulais plus crier ni pleurer. Je voulais juste comprendre. Et toi, Julien, tu l'as laissé faire. Il a baissé la tête. J'avais peur. Peur de te perdre, peur d'affronter la vérité. Je suis désolée. Je l'ai regardé longtemps, sans colère, juste avec une immense fatigue. Puis j'ai dit. Alors maintenant, regarde bien. Elle est là, notre vérité.
Il a hoché la tête, incapable de répondre. Les jours à l'hôpital furent étrangement calmes. Clémence dormait presque tout le temps, blottie contre moi, respirant doucement comme un secret. Parfois, je restais des heures à la regarder, incapable de croire qu'elle était vraiment là. Vivante. Forte. Ma fille. Julien venait chaque jour, souvent en silence. Il apportait des fleurs, des gâteaux, des excuses qu'il ne prononçait pas toujours à voix haute, mais que je sentais dans chacun de ses gestes maladroits. Il regardait Clémence avec un mélange de peur et d'amour. Et moi, je ne savais pas encore si je pouvais lui pardonner. Une semaine plus tard, j'ai quitté l'hôpital. Madame Roux m'attendait dehors, souriante, tenant une petite couverture qu'elle avait tricotée elle-même. Julien était là aussi, plus réservé, les mains dans les poches. Il m'a demandé s'il pouvait conduire. J'ai accepté, sans un mot. Quand nous sommes arrivés à la maison, tout était à sa place. Les rideaux tirés, les photos sur les murs, mais quelque chose avait changé. Le silence n'était plus vide, il était doux, presque apaisant. J'ai posé Clémence dans son berceau, dans la chambre que j'avais préparée seule, et j'ai murmuré. « Bienvenue à la maison, mon amour. » Julien s'est approché. « Elle te ressemble, » a-t-il dit doucement. « Peut-être qu'un jour, elle te ressemblera aussi, quand elle saura pardonner. » Il a hoché la tête, sans répondre. Les nuits étaient longues. Clémence pleurait souvent, et je me levais, parfois sans même m'en rendre compte. Julien essayait d'aider, maladroitement. Il restait debout, à moitié endormi, me tendant un biberon, cherchant un sourire dans mes yeux fatigués. Petit à petit, la colère en moi s'est mise à s'effriter. Pas à cause de ses mots, mais de ses silences. De cette façon qu'il avait de me regarder, comme s'il savait qu'il devait regagner ma confiance pas à pas, sans la réclamer. Un soir, alors que Clémence dormait enfin, il m'a dit « J'ai vendu la maison de ma mère. » Je l'ai regardée, surprise. Elle voulait que je garde les souvenirs, mais j'en ai trop. Et elle? Elle est partie vivre chez ma sœur. Elle t'a écrit une lettre. Il m'a tendu une enveloppe, tremblante. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Ce n'est que le lendemain, alors que le soleil entrait par la fenêtre, que j'ai pris la lettre. Le papier sentait la lavande, comme toujours chez elle. L'écriture était soignée, appliquée. Élise, je ne saurais jamais me faire pardonner le mal que je t'ai fait. J'ai cru te protéger, ou protéger mon fils, alors que je ne protégeais que mes propres peurs. Quand j'ai perdu ma fille, il y a des années, j'ai juré de ne plus jamais revivre cette douleur. Quand j'ai su que tu étais enceinte, j'ai senti cette peur revenir, comme si l'histoire allait recommencer. Mais j'ai eu tort. Tu es plus forte que moi. Et cette petite, je veux la connaître, si tu me le permets. Jean. Je suis restée longtemps à regarder ces mots. Je ne savais pas si je devais pleurer, ou sourire. Je n'ai pas tout pardonné, pas encore. Mais au fond, quelque chose s'est apaisé. Parce que, pour la première fois, elle m'avait appelé par mon prénom. Les mois ont passé. Clémence grandissait, curieuse et vive. Julien avait changé de travail, plus présent, plus calme. Il parlait peu du passé, mais il écoutait davantage. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner, il m'a dit « Maman voudrait venir voir la petite. Si tu veux. Si tu ne veux pas, je comprends. » J'ai hésité. Puis j'ai répondu « Oui. Mais juste 1 heure. » Il a souri, soulagé. Quand Jeanne est entrée, j'ai senti mes mains trembler. Elle tenait un petit ours en peluche, tout simple, tout doux. Elle s'est approchée du berceau avec lenteur, comme si chaque pas pesait 1 tonne. Elle a regardé Clémence, puis m'a regardé. Ses yeux étaient humides. « Elle est magnifique », a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé poser l'ours près du bébé. Puis, contre toute attente, j'ai dit « Vous pouvez la prendre. » Ses mains tremblaient. Mais quand elle a pris Clémence dans ses bras, tout s'est arrêté. Le temps, la colère, les rancunes. C'était comme si 3 générations respiraient ensemble. Ma fille, elle, a ouvert les yeux et a souri. Jean a éclaté en sanglots. Et moi aussi. À partir de ce jour, tout a changé. Pas d'un coup, lentement, comme une plaie qui cicatrise sans bruit. Je ne suis pas redevenue la même. Je suis devenue autre, plus forte, plus douce, plus méfiante aussi. Mais surtout, libre. Je ne laissais plus les autres décider à ma place. Je prenais soin de Clémence, de moi, et même de Julien. Nous avons réappris à vivre, chacun à notre rythme. Parfois, je surprenais Jeanne qui venait arroser les fleurs du jardin, en silence. Je la laissais faire. Elle ne disait rien, mais je savais que c'était sa façon à elle de demander pardon.
Un soir d'été, alors que Clémence dormait, je suis sortie sur la terrasse. Le ciel était clair, plein d'étoiles. Julien m'a rejoint, une tasse de thé à la main. Il m'a dit: « Tu penses encore à tout ça ?» J'ai hoché la tête. Oui. Mais ça ne me fait plus mal. Il a souri. Alors, on a réussi. Je l'ai regardé, longtemps, puis j'ai murmuré: non, j'ai réussi. Et maintenant, on continue. Ensemble, peut-être. Mais plus jamais dans le mensonge. Il a baissé les yeux, et j'ai su qu'il avait compris. Clémence a maintenant 6 mois. Elle rit tout le temps. Quand elle attrape mes doigts, j'ai l'impression qu'elle manque à la vie. Je lui parle souvent de la force, du courage et du pardon. Je veux qu'elle grandisse sans honte de nos cicatrices. Parce qu'elle raconte notre survie. Un jour, elle saura tout. Je lui dirai comment sa grand-mère avait peur, comment son père s'est perdu, et comment sa mère s'est relevée. Pas pour juger, mais pour lui apprendre que même dans la peur, on peut choisir l'amour. Un matin d'automne, j'ai reçu une nouvelle lettre. Cette fois, de Jeanne. Elle écrivait: « Merci de m'avoir laissé approcher. Quand je vois Clémence, je revois ma fille que j'ai perdue. Et à travers toi, Élise, j'ai appris qu'aimer, ce n'est pas contrôler, mais laisser vivre. Si un jour je pars avant de pouvoir lui dire tout ça, promets-moi de lui parler de moi non pas comme d'une méchante, mais comme d'une femme qui avait peur. » J'ai replié la lettre, doucement. Je l'ai glissée dans une boîte, avec la première échographie, le bracelet de naissance, et une photo de nous 3. Une photo où, pour la première fois, tout le monde souriait. Aujourd'hui encore, quand Clémence s'endort dans mes bras, je lui murmure: « Tu étais le secret que personne ne voulait voir naître, et tu es devenue la lumière que plus rien ne pourra éteindre. » Et chaque fois qu'elle ouvre les yeux, je sais que j'ai gagné. Pas contre eux. Contre la peur. Contre le silence. Contre moi-même. Les années ont passé. Parfois, j'ai encore du mal à croire que tout cela est vraiment arrivé. Quand je regarde Clémence jouer dans le jardin, courir après les papillons, rire comme si le monde n'avait jamais été cruel, j'ai l'impression que la douleur d'autrefois appartient à une autre vie. Et pourtant, elle fait toujours partie de moi. Elle est devenue ma force. Le temps n'efface pas les blessures. Il les recouvre doucement, comme la mer recouvre les traces de pas sur le sable. Elle reste là, invisible, mais présente. Je me suis longtemps demandé pourquoi tout cela m'était arrivé. Pourquoi moi? Pourquoi cette famille? Pourquoi cette phrase, ce soir-là? Et un jour, j'ai compris que certaines choses ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous réveiller. Pour nous apprendre à nous choisir, à nous aimer, même quand le monde nous rejette. Je crois que ma belle-mère n'était pas une femme cruelle. Elle était simplement effrayée. Effrayée par la vie, par la perte, par le changement. Sa phrase, « cet enfant ne devrait pas naître », n'était peut-être qu'un cri de peur, maladroit et douloureux. Je ne la justifie pas. Mais aujourd'hui, je la comprends. Parce que moi aussi, j'ai connu la peur. La peur de ne pas être assez forte. La peur de tout perdre. Et c'est en regardant ma fille dormir, si paisible, que j'ai compris que le courage, ce n'est pas de ne plus avoir peur, c'est d'avancer malgré elle. Julien et moi, nous ne sommes plus les mêmes. Notre amour a changé de forme. Il est devenu plus silencieux, plus vrai. Nous avons appris à nous parler autrement, à nous écouter vraiment. Il a fallu du temps, des larmes et beaucoup de patience. Mais je crois que, quelque part, nous avons trouvé la paix. Pas la perfection, juste la paix. Je me souviens d'une phrase que ma grand-mère disait souvent. L'amour, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de se relever ensemble, même les yeux pleins de larmes. Je ne l'avais jamais comprise avant. Maintenant, je crois que je la vis. Parfois, quand Clémence me demande: « Maman, tu étais triste avant que je sois née ?» Je souris et je réponds: « Non, mon cœur. J'étais juste en train de t'attendre. » Elle ne comprend pas encore, mais un jour, elle saura. Elle saura que sa naissance a été une bataille silencieuse, et qu'elle en est sortie victorieuse avant même de respirer son premier souffle. Je veux qu'elle grandisse avec la certitude qu'elle est là pour une raison. Qu'elle est la preuve vivante qu'on peut renaître après la peur. Un dimanche, il y a quelques mois, je suis allée voir Jeanne au cimetière. Elle s'était éteinte paisiblement, sans souffrance. Julien et moi étions présents à ses côtés. Ses dernières paroles furent simples. « Merci d'avoir laissé cet enfant venir au monde. » Je me suis agenouillée devant sa tombe, Clémence à mes côtés. Le vent soufflait doucement entre les arbres. Je lui ai parlé, comme si elle pouvait m'entendre. Je lui ai dit que je lui pardonnais, que je ne gardais rien de sa colère. Parce qu'au fond, c'est grâce à elle que j'ai appris à me battre.
Et j'ai déposé une fleur blanche sur la pierre, symbole de paix retrouvée. Si un jour une autre femme m'écoute, quelque part. Si elle se sent seule, rejetée, ou brisée par les mots d'un autre. Je veux qu'elle entende ceci. Tu n'as pas besoin que tout le monde te comprenne pour exister. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être digne d'amour. Ce que tu portes en toi, ton histoire, ta douleur, ta lumière, a une valeur que personne ne peut enlever. Ne laisse jamais la peur des autres décider à ta place. Parce que la vie, malgré tout, trouve toujours un chemin. Même dans les ténèbres, elle pousse, fragile mais obstinée, comme une fleur dans le béton. Hier soir, j'ai regardé Clémence s'endormir. Elle serrait son ours contre elle, celui que sa grand-mère lui avait offert. Le même ours que j'avais longtemps refusé de voir. Et j'ai souri. Parce que, d'une certaine manière, tout s'était refermé. Le cercle de la douleur s'était transformé en cercle d'amour. Je me suis assise près de la fenêtre. La lune éclairait la chambre, douce et pâle. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré. Merci. Pour tout. Même pour la peur. Aujourd'hui, si je devais résumer mon histoire en une seule phrase, je dirais. Il y a des mots qui blessent, mais il y a des silences qui guérissent. Parce qu'au fond, ce n'est pas ce que ma belle-mère m'a dit qui m'a marqué le plus. C'est ce que j'ai appris à me dire à moi-même. Que j'avais le droit d'exister, de choisir, de donner la vie. Et que, parfois, le plus grand acte de courage, c'est simplement de rester debout, même quand tout le monde te demande de tomber. Je regarde Clémence courir dans le jardin. Le soleil éclaire ses cheveux, et elle rit aux éclats. Elle s'arrête, se tourne vers moi et crie. Maman, regarde. Une coccinelle. Et à cet instant, je sais que tout est à sa place. Que malgré les cicatrices, la vie a gagné. Je ferme les yeux. Et dans le vent léger, j'entends encore cette voix lointaine, celle de Jeanne, qui murmure, presque tendrement. Cet enfant devait naître.